Né dans les années 1950, l'Ordre national des médecins du Cameroun est une institution corporatiste dont l'objectif premier est de réunir tous les médecins camerounais résidant à l'intérieur du pays et en dehors afin de parler d'une même voix. Une mission qui aura connu des avancées considérables au cours de la décennie 2009-2019. Période d'abord de tristesse pour l'ordre puisque la structure doit faire face au décès du docteur Mouna. Alors que celui-ci est en cours de mandat, l'une des figures emblématiques de la cause médicale passe de vie à trépas. En 2009, l'Ordre national des médecins a connu un événement très malheureux. On a perdu un icône de la médecine au Cameroun, le docteur Daniel Mouna, qui était le président de l'Ordre national des médecins à cette époque-là. Il a été président de 1998 à 1989 et c'était tellement choquant pour beaucoup d'entre nous qui le considérons comme un idéal, un icône en médecine. Le docteur Mouna est décédé aussi en cours de mandat en 2009 et son vice-président était le professeur Tétanier, qui était vice-président à l'époque de l'institution. Et donc c'est lui qui m'a passé le témoin, qui aussi est un grand monsieur. J'ai accepté de parler 10 ans après. C'est pour ça que je parle d'une décennie au service de l'ordre. Je dis bien au service de l'ordre parce que quand tu me passais le témoin, je pensais que bon, voilà, c'est un aboutissement, que c'est une partie de plaisir. Non, non. Je ne suis pas très sûr que, à y repenser, j'aurais accepté de la même manière. Parce que mon activité personnelle en a souffert. J'aurais pu faire plus de choses dans la médecine si je n'avais pas la charge de l'ordre. Mais enfin, c'était un dessein. Même si aucune crise n'est visible au sein de l'institution médicale, il reste que le départ inattendu de celui que beaucoup présentent comme le bâtisseur sera laborieux pour ses successeurs, en commençant par le professeur Tétanier, chargé à l'époque d'assurer l'intérim. Il y a le vice-président, le professeur Tétanier Ekwe, qui a continué son mandat jusqu'en 2010, où on a eu une assemblée générale élective, où le docteur Guy Sanjon a été élu comme président. Bien que membre de l'ordre depuis 1980, le docteur Guy Sanjon s'est illustré jusqu'ici par l'efficacité dans la discrétion. Malgré cette attitude effacée, c'est pourtant à lui que le destin décide de tendre la main au conseil de l'ordre en 2010. Il a fallu monter une visibilité, une bonne visibilité, pour leur dire non, voilà, cette institution est la vôtre, il faut s'inscrire. Donc on a fait cela pendant tout ce temps-là. On a aussi amélioré la gouvernance sans augmenter les tarifs de cotisation qui sont très bas à mon sens. C'est plus bas, les plus bas, même quand on prend les pays africains, c'est les plus bas. Il a fallu donc recruter plus de personnel, leur donner des salaires décents, parce que c'est vrai que c'était vraiment un peu rudimentaire de ce côté-là. On a triplé le nombre des employés au siège, des employés de surface pour nettoyer tout ça. Bref, assurer la sécurité du siège. Au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est des militaires qui gardent ce siège. Passionné de la médecine, mais aussi grand amoureux des choses bien faites, la session se confirme d'ailleurs lorsque, contre toute attente, il contribue à hauteur de 100 millions de francs CFA pour la rénovation du siège national en situation d'inconfort. Pendant ces années à la tête de l'ordre, il a redynamisé l'ordre des médecins sur tous les points de vue. Je prends par exemple au niveau administratif, c'est pas lui qui est à l'origine de tout ce qu'il y a eu comme médecin, mais il a mis en place une organisation qui a accéléré et amélioré les formalités administratives permettant l'inscription des jeunes médecins. On est parti à l'époque du docteur Mouna, on était presque à 6 000 médecins, maintenant on est presque à 13 000 qui sont inscrits au tableau de l'ordre. J'ai connu un homme qui travaillait avec le reste de l'équipe, notamment son secrétaire général et puis son vice-président en parfaite symbiose. J'ai en souvenir qu'il s'appelait pratiquement tous les jours, 1 heure de temps, au moins 30 minutes par là, pour essayer d'harmoniser les choses avec une symbiose de travail, une vraie collaboration et une atmosphère qui m'a beaucoup marqué. Alors nous avons acquis un siège qui avait été payé en partie par le prédécesseur du président Guy Sanjon, parce que c'est de lui qu'il s'agit, qui est le président actuel.
Alors, il avait payé 100 millions sur les 150 millions que valait l'immeuble. Il a donc payé au cours d'une assemblée générale 50 millions. Ça, c'était d'abord la première des choses. Donc, j'ai vu cette spontanéité-là. C'était très bien. En plus, il ne s'est pas limité là. J'ai vu subitement les réformes qu'il y a eu aussi à la modernisation du siège. C'était un siège qui était quelconque. C'était des bâtiments un peu abandonnés. Il a renouvelé. Alors, je crois que si mes souvenirs sont bons, c'était à peu près 150 millions de francs, à peu près le coût de l'immeuble. La rénovation, on a une salle de conférence, on a rénové les bâtiments, on a rénové les toilettes, parce qu'on faisait les toilettes à côté. Maintenant, on a même créé une communication entre les derrière, là où il y a les bureaux, et la salle de conférence. Et maintenant, la salle de conférence, elle peut habiter 500 personnes. C'est là où les médecins prêtent serment, et c'est la maison du médecin. Il a acheté des toges, ça, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Il a acheté des toges qui étaient un spécimen rare. Au-delà de cet investissement matériel de poids, ces réalisations sont aujourd'hui palpables à plusieurs niveaux. L'une des plus importantes a sans doute été réalisée en 2013 avec la fermeture de 17 instituts de formation en médecine sur les 23 dont dispose le pays en ce moment. Un grand coup pour l'ordre après moult tractations auprès des pouvoirs publics. Alors nous avions demandé 5 choses. Arrêter de donner ces autorisations qu'on donnait parce qu'il nous était revenu que ce n'était pas toujours clair. Vous connaissez sur mon regard. Évaluer les institutions existantes, d'où la commission socio qui l'a fait, commission socio qu'accompagne l'ordre des médecins, des pharmaciens. Évaluer donc les institutions qui existaient, fermer ce qui devait l'être, faire un concours commun pour entrer, pour l'aptitude à la formation médicale, c'est-à-dire c'est comme le baccalauréat. Tous les enfants qui postulent, qui sont 10 000 à peu près par an, pour 500 places, doivent faire le même concours. Et le dernier point, c'est numerus clausus. Pourquoi numerus clausus? Parce qu'il faut limiter le nombre d'accès des enfants. Okay? Alors nous sommes basés sur les documents pour la stratégie, la croissance et l'emploi de l'époque qui disait que avec 500 médecins formés par an, on est émergent en 2035. On s'est rendu compte qu'il y avait des écoles de médecine qui poussaient de partout. Alors, l'autre s'est saisi du problème et nous sommes montés au créneau pour dire que non, on ne peut pas vulgariser la formation des médecins comme ça, on ne peut pas la bâcler. Et nous avons été amenés à fermer 17 établissements qu'on appelle les IPES qui avaient été autorisés, je dis bien par le gouvernement, je pèse mes mots, pour que la formation universitaire se passe. Alors, l'ordre s'est rendu compte que si la formation est bâclée à ce niveau-là, ce serait des formations mal faites et l'ordre est donc monté au connaît pour dire non. Alors, il y a eu cette plateforme-là qui a fait une espèce d'audit. On est passé dans toutes ces formations, on a fermé donc 17 sur les 23 qui existaient, y compris les facultés d'État. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a que 6 facultés, dont les facultés d'État, et 2 IPES qui ont été repêchés, à savoir l'Université de Montagne et puis l'ISTM de Nkondo. Nous amenons le gouvernement à examiner l'enquête que nous portons à son attention et qui montre assez clairement que la plupart de ces écoles de médecine n'ont pas de corps enseignants qualifiés, elles n'ont pas d'infrastructure digne de ce nom pour accueillir une formation médicale digne de ce nom, et surtout la plupart de ces établissements n'ont pas de laboratoire, elles n'ont pas de bibliothèque et encore moins de ce qu'on appelle des établissements de formation pratique. Ils n'ont pas de CHU, ils n'ont pas de formation sanitaire qui leur servent d'établissement pratique. Par conséquent, le gouvernement voit tout de suite que sa réforme, bien qu'elle soit, je dirais, pertinente, connaît des dérives. Et le mérite de l'ordre des médecins à ce moment-là, c'est de convaincre le gouvernement que dans des conditions que je viens de vous expliquer, le pays ne peut pas disposer à brève échéance d'un corps médical ou bien de personnel de santé supérieur de bonne qualité. La confiance qu'a placée notre ministre de la Santé sur le président est là pour le démontrer dans la mesure où à chaque fois nous sommes consultés. Chaque fois qu'il y a un événement, il y a un problème, il y a un sujet important, les ordres socio-professionnels, parmi lesquels l'ordre des médecins est, consulté. Un style managériel atypique teinté d'une bonne dose de méthodologie concertée
avec en face un État pas toujours facile à manœuvrer. Nonobstant ces prouesses, pas question pour autant d'accroître ses contributions annuelles, lesquelles sont restées de 24 000 contrairement aux pays voisins. Chaque médecin cotise 24 000 par an. C'est ridicule parce que quand on regarde au Gabon, c'est 140 000, 65 000 Tchad et ainsi de suite. Et je n'en parle pas. Même les stomatologues, les dentistes de Yaoundé, du Cameroun, ils paient 75 000. 24 000. Malgré tous ces investissements, il n'a pas accepté qu'on augmente les cotisations. Et bien plus, les jeunes qui sortent, quand ils viennent la première fois, ils ne payent pas. Donc c'est l'autre qui paye les 24 000 francs fois 700, parce que chaque génération, chaque année, ça peut payer 700, c'est gratuit. Malgré ça, le président a réussi à nouer un certain nombre de partenariats avec des sociétés dans notre pays qui permettent de temps en temps de renflouer l'ordre, qui permettent aussi de soutenir nos actions qui peuvent être sociales, la réfection de certains hôpitaux, l'équipement de certains hôpitaux. Le même dynamisme est visible dans la gestion interne de l'institution, d'abord avec la conformité des tests prônant l'égalité des chances, ce qui a fait de l'intégration au sein de l'ordre une réalité. Pour être un bon médecin au Cameroun, il faut être bilingue. Il faut attendre à recevoir des malades qui parlent les deux langues et il faut être capable de les comprendre et il faut être capable de communiquer avec eux. Un médecin qui n'est pas bilingue, même si le bilinguisme n'est pas total, ne peut pas faire un bon médecin en 2020. Même comme dans notre contexte au Cameroun, le bilinguisme est beaucoup plus chez les anglophones que les francophones. Ça veut dire que les anglophones font beaucoup d'efforts pour parler en français que les francophones. Et je comprends tout ça parce que même comme je suis en train de commettre des erreurs quand je parle en français, mais moi je suis toujours fier de parler en français. Mais je pense quand même que les francophones ont un peu peur de parler, de commettre les erreurs en anglais. Mais je pense quand même qu'au niveau de l'Ordre national des médecins, le bilinguisme, ça existe, même comme on a beaucoup de choses à améliorer. Une approche qui a sans doute permis à l'ordre au cours de ces dernières années d'élargir son spectre de représentativité au Cameroun, mais aussi dans d'autres pays étrangers. À l'intérieur, il a mis en place un certain nombre d'organes facilitant cette gestion que sont les représentations. L'ordre est représenté au niveau de chaque région par un bureau qui est un bureau régional qui permet de rapprocher l'action de l'ordre des médecins vis-à-vis de ces usagers que sont les médecins de l'ordre. On a acquis à Douala un terrain de 450 mètres carrés en face de l'aéroport international de Douala et nous avons un projet de R+5 pour laisser quelque chose à la postérité et c'est la même ambition partout pour que l'ordre des médecins puisse avoir une représentation partout et même d'ailleurs à travers le monde. Le président a créé avec son bureau des représentations au niveau de tout le monde entier, en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Gabon et j'en passe, en Europe, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, aux États-Unis, et ainsi de suite. Raison de plus pour accepter d'explorer de nouveaux horizons et parmi les challenges qui s'offrent à lui figure une décentralisation approfondie. Donner un peu plus de pouvoir aux organes régionaux pour que les gens ne soient pas obligés de revenir à Yaoundé pour un certain nombre de formalités ou bien de services qu'ils veulent obtenir de l'ordre. Je pense que si nous arrivons à faire cela, ça va beaucoup plus fluidifier les choses et ça va faciliter la tâche aux médecins. Le premier défi, c'est la décentralisation. L'ordre ne peut plus continuer à rester monolithique, il doit absolument se décentraliser et obéir à la réforme de l'État. La deuxième réforme, c'est que l'ordre des médecins doit absolument et obligatoirement porter la responsabilité de la formation médicale continue. Le partenaire gouvernemental qui est le ministère de la Santé a sa part dans cette nécessaire formation médicale continue, mais l'ordre des médecins, pour continuer à assurer la continuité de la qualité de la formation, sur le plan des connaissances, sur le plan des attitudes et sur le plan moral, éthique, ne peut pas se libérer de cette obligation d'assurer et de veiller à ce que cette formation continue se fasse de manière absolument
traçable de manière absolument rigoureuse, parce que, comme vous le savez, dans tous les pays du monde, lorsque l'État veut de bons médecins, il veille à ce que leur formation continue soit aussi rigoureuse que possible. On doit insister que toutes les communiqués qui sortent de l'Ordre national des médecins soient en anglais et en français au même moment. Deuxièmement, il faut que toutes les fiches de l'Ordre national des médecins soient en anglais et en français. Et que dans le site de l'Ordre, c'est en anglais et en français. L'anglais qui est dans le site aussi doit être en anglais très bien. L'Ordre a essayé de voir que toute personne qui est au Cameroun, même si tu n'as pas l'argent, tu peux contribuer un peu et tu trouves un peu de la santé. On va seulement encore insister au niveau du ministère de la Santé publique et au niveau du gouvernement pour que cet Universal Healthcare System qu'on a tant travaillé, que ça devienne une réalité. Il y a plusieurs collèges au Cameroun, des collèges de fonctionnaires, des collèges de privés laïcs, des collèges confessionnels. Il y a 3 collèges. Donc je pense qu'il faut qu'on essaie de regarder comment on peut augmenter le nombre de collèges, parce que maintenant on trouve qu'il y a des collèges des militaires, incluant les policiers et les médecins qui travaillent dans les prisons. On peut augmenter le nombre de membres de chaque collège pour que l'ordre soit beaucoup plus représentatif. C'est Bac plus 7 minimum, ou plus 8, pour avoir un doctorat d'État en médecine. Après spécialiste, 4 ans, professeur, il faut ajouter 4 ou 5 ans encore. Donc ces études exigeantes et longues. Donc il n'est pas compréhensible qu'on est à la retraite en même temps que ceux qui font des études plus courtes. Je n'ai rien contre les autres professions, mais Bac plus 7, ce n'est plus 8, ce n'est pas Bac plus 2, plus 1, c'est pas la même chose. Donc on peut penser que, étant intégré dans la fonction publique plus tard, le médecin peut avoir peut-être un prolongement, un peu comme les enseignants, comme certains corps de l'État, ou les magistrats. Le débat est là, c'est un plaidoyer que j'ai déjà eu à faire et j'ai bon espoir que cela réussira. À cela, faudra y ajouter un suivi de proximité pour les initiatives susceptibles d'aider l'ordre à sentir son évolution fulgurante. C'est le cas du statut des médecins formés à l'étranger qui souhaitent revenir exercer au terroir. La seule garantie, c'est de bien encadrer, de bien suivre et de leur donner ce qu'on a promis. Il ne faut pas promettre ce qu'on ne peut pas donner. Okay? Ceux qui sont revenus se rendent compte qu'ils ont leur petit cabinet qui marche bien, ou leur clinique qui marche bien. Même comme je sais que leur famille, une partie de la famille reste là-bas, c'est pas un problème. C'est pas une mauvaise chose. S'ils repartent, l'essentiel c'est qu'ils restent au Cameroun plus de 6 mois. Pour être résident dans un pays, il faut avoir passé 6 mois plus 1 jour. Il est hors de question de jongler de 2 côtés parce que ça entraîne à ce moment-là des petits conflits. Alors cette garantie c'est quoi? C'est qu'ils retrouvent, qu'on peut dire, les conditions d'exercice agréables. Vous savez, nous avons une bonne législation médicale, hein. Il y en a une loi qui a été votée en 90 qui reconnaît la compétence des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, parce que c'est à peu près la même loi, et qui protège les médecins qui viennent, par exemple, on ne peut pas venir me dire, bon, sortez là, je suis chez moi ici, voilà. Seule discrétion cependant, comment y parvenir et surtout, qui peut incarner cette nouvelle dynamique? Nous avons posé prioritairement la question au doyen d'âge de cette institution. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Je crois que l'équipe de Dr Sanjo est en train de gagner, d'après tout ce que je vous ai dit, qu'il a déjà fait et qu'il compte faire. C'est pour ça que je suis tout à fait de ceux qui veulent qu'on laisse cette équipe-là continuer. Il a une vision futuriste et je pense qu'avec cet homme, si l'occasion lui est donnée, mais je sais malheureusement qu'il n'a plus tellement envie, mais il a tellement fait de choses que nous lui disons président, je pense que nous pouvons encore faire davantage et la jeunesse continue. Une question à laquelle le principal concerné ne s'est pas montré explicite, même s'il confie néanmoins ne pas vouloir laisser l'ordre dans les mains inexpertes. J'avoue, il est difficile de répondre à votre question. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que la profession a pris le déluge, mais il faudra bien que ça s'arrête. Je vais simplement vous répondre de manière indirecte que mes 2 prédécesseurs sont morts en fonction. J'avoue que je ne souhaiterais pas que ce soit pareil. Donc j'aimerais qu'il y ait des gens qui émergent, des gens
qui rassemble et que je puisse passer les témoins dans de bonnes mains. Ça, je peux vous dire, passer les témoins dans des mains inexpertes peut être très dangereux. Je ne vous révèle aucun secret quand je dis que le style managérial du docteur Sanjon rencontre quelques difficultés parce que quand on prêche dans la promotion d'un certain nombre de valeurs éthiques qui sont absolument indispensables pour la qualité de la profession médicale dans un pays, ça peut susciter quelques petits remous et quelques bruits de fond. Nous avons souvent certaines difficultés parce que chaque fois qu'il y a un problème qui concerne un médecin, tout le monde espère que l'ordre va se mettre au devant. Parfois, nous ne pouvons pas le faire tout simplement parce que ce n'est pas le rôle de l'ordre des médecins. Néanmoins, on dialogue, néanmoins, on discute, néanmoins, on transmet les informations. Pour parler du calme et la paix, entre guillemets, qui règne au sein de notre institution, c'est justement tout cela. À 59 ans, le docteur Guy Sanjon semble donc avoir les faits d'âme qui militent en sa faveur en vue d'une éventuelle réélection lors du conseil ordinaire annoncé pour cette année 2021. Seulement, il préfère jouer la carte de la prudence. Une attitude peut-être inspirée de son enfance modeste, puisque fils de fonctionnaire, de surcroît médecin également à l'époque, le petit garçon aura parcouru le pays entier. Toute chose qui a forgé non seulement sa réputation d'incorruptible, mais aussi son sens de patriotisme et d'altruisme et d'homme tolérant, devenu peu à peu sa marque de fabrique. Très introduit à l'échelle nationale et internationale, celui qui fait partie des pionniers de la reproduction in vitro avec plus de 20 000 naissances à son actif est promoteur d'une structure hospitalière de référence dans son pays. Le docteur Guy Sanjon, puisqu'il s'agit de lui, a également présidé pendant 6 ans au destiné de l'association des ordres représentant les pays francophones dans le monde. Des valeurs humaines et une batterie d'expériences indéniables qui, selon les observateurs avertis, constituent un acquis certain, susceptible d'accompagner l'ordre dans son vaste chantier de modernisation, ce qui passe inéluctablement par la continuité en implémentant un esprit sain dans un environnement sain.